Aujourd'hui, c'est en mois diffracté. Un mois là, mais ça change rien pour vous ou pour toi. Je sais jamais si on dit tu ou si on dit vous là dans les vidéos. Quand on s'adresse à une personne, qu'est-ce que ça peut faire que c'est un mois divisé et diffracté qui parle ou pas? De toute façon, ça concerne chacun de nous. On parle, on n'a qu'une émission, et dans cette émission physique linéaire, toutes ces diffractions à l'intérieur de soi, on essaye de les rassembler. Si on arrive à les rassembler, à les faire tenir ensemble, là, dans la poussée linéaire de la parole, alors ça s'appelle littérature. C'est que c'est pas une période facile en ce moment. C'est une période facile pour personne. Il y a les espèces d'assauts du dehors, il y a les choses que tu es en train de faire, ton manuscrit du matin, le collectif atelier d'écriture, il y a les choses qu'on aperçoit qu'on pourrait faire plus tard. Il y a la traduction aussi que je fais plutôt le soir. Je continue, elle est toujours là, mon Die Schrift de Wilhelm Flusser, Das Writing have a Future. C'est important. Ça, c'est ce qui chaote dans le bon, mais ça chaote dans de l'indéterminé. C'est cet indéterminé qui, pour tout le monde, est un petit peu dur à avaler. Tu navigues dans une mer contraire, on dirait. Clapot par ici, clapot par là. Alors, des fois, tu vas aller t'ancrer dans ces gros travaux plus longs. C'est-à-dire, quand tu es en train de traduire, le monde autour, ça le repousse. Mais est-ce que ça veut pas dire qu'il ne va pas revenir t'assaillir encore plus chaotant, chaotique, chaoteux, chaotrou? Puis j'ai aussi ce que j'appelle le salon, vous savez, la page Patreon. C'est important parce que, j'allais dire, on parle en plus de confiance, plus de confidence. Le mot anglais, confidence, il est pile là, au milieu. Est-ce qu'on va moins loin que sur la parole, l'espace de la parole publique, là, de la chaîne principale? Non, c'est pas exactement ça. Mais, comme on est moins, on parle peut-être différemment de soi, du travail, donc tout. Par exemple, là, sur cette page Patreon, c'est l'idée de mettre les archives, c'est tout ce qu'il y a derrière vous, qui vous a pris du à vous, qui vous a pris du dans vous, et puis qui vous ont fait attraper en vous quelque chose que vous ne saviez pas pouvoir contenir ou attraper. Et là, c'était avec le jeu de paume. C'était le petit livre, il est marrant parce que d'un côté, c'était André Kertész, et Kertész, pendant 50 ans, a photographié, tout au long de sa vie, des gens en train de lire, ou en train de trier des vieux papiers, ou avec le journal, ou derrière une fenêtre avec un reste de jour. Et il a appelé ça on reading. Tiens, un petit peu l'opposé du on writing de Flusser. Des photos faites en Hongrie, beaucoup à Paris, faites aux USA. Alors quel régal d'écrire là-dessus. Et puis de l'autre côté, c'était sur les 7000 plaques de verre de Émile Zola. Eh bien, allez le trouver maintenant, ça. Peut-être qu'ils l'ont à la librairie du jeu de paume. Alors, j'en avais deux. J'en ai zigouillé un. Et puis, j'ai pas de massicot. Alors, c'est fait un peu comme un cochon. Mais, comme ça, j'ai extirpé les pages. Et j'ai pu scanner le texte. Mais je suis content que ces archives deviennent utilisables, transmissibles. Alors, la chronique laconique. Je suis jamais assez laconique. Donc, la chronique, c'est ces petites choses-là. Vous êtes dans ce flux avec ces gros machins. Et puis, enfin, gros machins, n'exagérons pas. Hein, c'est grand comme la table où vous êtes. Même si tu déplies verticalement avec tes écrans, ça reste ta bulle, quoi. Mais il y a ces petites choses qui arrivent qui sont comme des petits épinglages. Tu sais même pas en amont qu'est-ce que tu peux en dire, qu'est-ce que tu vas en dire. Il y a quoi, par exemple? C'était un tweet. Un tweet, ça passait par Marc Jaja, mais ça venait de Christian Jacob de l'EHESS.
Il dit, en traversant le cimetière, alors, je suppose que c'est le cimetière Montparnasse, parce que c'est un raccourci, moi aussi je le prends souvent. Il dit, j'ai vu un gars, il était devant une tombe, et il avait pris son téléphone, et pour le défunt, il jouait, il a mis là, avec le haut-parleur du téléphone, un extrait d'un opéra, ça devait être du Puccini. Il dit, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire, tu viens dans le cimetière, évidemment, tu ne peux pas téléphoner à ton mort, mais tu lui mets un petit bout de musique et tu le fais écouter à ton mort. Est-ce que ça se commente? Est-ce qu'il faut en dire plus? Non, c'est juste que quand j'ai lu ça sur Twitter, je me suis dit, oui, ça, il faut en faire mémoire. Il faut en faire mémoire parce que qu'est-ce que ça change au rituel? Par exemple, moi, pendant un temps, autrefois, c'était vers 1900, c'était avant la Villa Médicis, ou juste au retour de la Villa Médicis, ouais, c'est ça, 85, et 85-86. J'écrivais un texte qui s'est appelé Le crime de Buzon, chez Minuit. Et j'habitais dans la maison de ma grand-mère maternelle, et puis c'est celle qu'on voit, là, qui appartient maintenant à mon cousin le kiné aveugle. Là aussi, si vous voulez voir la vidéo, Être, énergie, fréquence, il y a toujours son livre, Jean-Claude. Cherchez Jean-Claude Biraud, vous trouverez facilement la vidéo. Le matin, j'allais faire ce que lui il fait maintenant avec sa canne. Tu fais 1,5 km, tu arrives au village. À l'époque, il y avait Le Monde, donc tu prends le journal, tu prends le pain, ton paquet de nouilles s'il faut. Et puis et je rencontrais là, le long de la rivière, une vieille femme, qui s'appelait Marie-Jeanne Tableau. D'ailleurs, je crois bien que dans le cimetière, maintenant une autre fois, j'ai vu sa tombe. J'ai essayé de lui parler, elle m'a pas répondu. Mais à chaque fois, elle me disait « Votre grand-père ». Et elle me disait « Votre grand-père m'a dit ». Et elle me racontait ce que lui avait dit mon grand-père. Et tous les matins, elle allait au cimetière et elle parlait à mon grand-père. C'est un village, c'est pour rien d'ailleurs aussi que Chessac habitait là dans le coin. J'avais un vieux cousin de ma grand-mère qui s'appelait Broc. Broc, lui, souvent, il me montrait dans les vieux murs. Il me montrait des reflets, des paillettes dans les vieux murs. Et lui, son truc, lui, il vivait dans une grange. Et avec son vélo et sa remorque, il allait faire toutes les décharges. À l'époque, c'était des décharges en plein air. Je le racontais, ça, c'est pas... Et il ramenait... Alors, son truc, c'était les notices de médicaments. C'était un grand savant en notices de médicaments trouvés dans les décharges. Et Broc aussi, donc il y avait une espèce d'énorme montagne de papier. Ça renvoie un peu à Kertész encore, avec des poules là-dedans. Il habitait lui aussi tout près du cimetière. C'est là qu'il allait chercher son eau le matin. Il prenait un seau, il allait au robinet du cimetière. Il revenait. Et Broc, il disait, tu vois ça? Et pour lui, c'était des témoignages de vie extraterrestre ou pas, mais en tout cas qui étaient venus sur la Terre, mais avant les civilisations humaines. Il ne connaissait pas Lovecraft. Moi non plus, je ne connaissais pas Lovecraft. Mais donc, Broc, Jeanne Tableau, c'était pas extraordinaire pour nous, ces choses-là. Mais celui qui va jouer un petit bout de musique devant la tombe, ça, j'en avais jamais entendu parler. Il y a eu un autre article aussi sur des expériences de communiquer avec des gens qui rêvent. Alors, ça m'a un peu surpris cet article, parce que j'ai trouvé un poil ridicule. C'est-à-dire, ils communiquent avec le rêve, et qu'est-ce qu'ils leur demandent aux rêveurs? Des questions 8-6, et le gars, il faut qu'il bouge les yeux. Il bouge les yeux, et s'il bouge les yeux 2 fois, ben, ça veut dire qu'il a donné la bonne réponse. Franchement, si tu veux 8-6, t'as pas besoin d'aller emmerder quelqu'un qui rêve. T'as ça, bah tu prends ton téléphone. Si tu sais pas faire 8-6 tout seul, tu le fais sur la calculette de ton téléphone. Et pour eux, alors ils remplissent ça avec des biens. Trouver les images cérébrales de l'homme qui rêve. D'accord, mais qu'est-ce que ça a d'extraordinaire de parler en rêve? Des fois, tu construis ton rêve uniquement pour aller parler. Et la personne avec qui tu parles, si elle rêve, eh bien, évidemment qu'on échange et qu'on se donne des paroles. Mais eux, les scientifiques, là, ils n'avaient même pas pensé ça. Que s'ils veulent échanger avec la personne qui rêve, ils n'ont qu'à se mettre eux-mêmes en état de rêve.
Ils n'ont qu'à travailler leurs rêves. S'ils veulent que je leur fasse des exercices pour aller dans la parole en rêve, ou aller dans le parler en rêve, dans le parler à l'autre en rêve, ben, nous, dans l'écriture, excusez, mais c'est les bases, quoi. Ouais, c'était le deuxième point, c'était cet article, et pour moi, ça faisait écho à cette histoire de téléphone. Et il y avait un troisième aussi, ils sont tous en ce moment sur les histoires d'aller sur Mars. Bon, moi j'ai rien contre, envoyer ce petit machin qui roule, faire des belles images. Bon, parfait, on va apprendre des choses, des minéraux, c'est fascinant, le savoir est fascinant. Et le rêve, quelquefois, il permet d'y aller aussi tout autant. Qu'est-ce qu'on en attend? Moi, si je vais me balader là-bas avec Jules Verne, ou si je lis Dans l'abîme du temps de Lovecraft, est-ce que j'ai besoin de tout ce bazar? Non, mais si Lovecraft il imagine Dans l'abîme du temps, c'est que lui aussi se sert là de ces avancées techniques. Donc je les prends très au sérieux, ces avancées techniques. Faire tomber quelque chose là sur une surface, et ouais, mais il va rebondir, et il n'y a pas de pesanteur, en tout cas pas la nôtre. Donc ce truc très lourd, il rebondit comme une petite balle, là. C'est merveilleux de faire ça à distance, et en plus sans contrôle, puisque les ordres et les informations qui vous reviennent, elles mettent 11 minutes à parcourir la distance. Mais là, Gamberge y envoyait des bons hommes. Alors si on y envoie des bons hommes, ils ont déjà fait des expériences. Et ces expériences aussi qui nous fascinent un peu tous. C'est se dire, là, ça fait 1 an le confinement. On va fêter le 1 an dans 15 jours, le 15 mars. C'est une expérience troublante pour autant de nous que nous sommes, et tous les nous que nous sommes ici. On n'avait jamais vécu ça. On n'avait jamais tenté ça. Là, chez nous, dans notre petite bulle, si, j'avais vu un gars une fois, sur le plateau de Saclay. Un très grand volcanologue. Il discute beaucoup sur les deux acceptions du mot. Et lui, son rêve, c'était un jour de partir comme ça, dans l'espace. Un grand mec sec, exercé au vélo. Et donc, il est toujours resté dans sa petite turne de fac. Il n'a jamais voulu déménager son bureau. Et il a traité son bureau comme s'il était dans l'immobilité d'une station spatiale. Mais en 30 ans, et puis maintenant... Je pense qu'il est trop âgé pour partir dans l'espace. N'empêche que dans cette toute petite pièce, qui est à peine... Ouais, elle serait peut-être même plus petite que la mienne, il y a des ordis, des écrans, et qu'est-ce que vous voyez dessus? Des courbes qui sont les courbes sismiques en temps réel de tous les volcans du monde. Et lui, il les a fait tous, les volcans du monde. Alors tout ça, moi, ça résonne un petit peu. Et là, donc, l'article, c'était que pour aller sur Mars, il faut 900 jours. Parce qu'il faut 200 jours pour y aller. Bon, ça fait 6 mois, mais c'est pas plus, c'est moins que là, ce qu'on a fait nous depuis 1 an. Et puis, donc 200 jours pour revenir, parce que tu vas pas, comme les 11 minutes qui sont quasi à la vitesse lumière. Et puis, simplement, c'est ça, moi, je n'avais pas pensé. Est-ce que tu arrives, comme moi, je suis allé une fois en Chine avec juste mon petit sac d'ordi, 3 nuits au Hilton Shenzhen. Bonjour, au revoir, magnifique, tu prends la Chine en pleine gueule, c'était l'UNESCO qui payait le voyage. Mais puis ça aussi, c'est pas sûr qu'on refasse ce genre de choses. Mais oui, mais c'est qu'une fois que vous êtes là-bas, vous pouvez pas dire je passe 3 jours et je reviens. Et non, il faut que les planètes se réalignent. Et là, eh bien, il faut que tu attendes 500 jours. Donc 200 plus 500 plus 200 égale 900. Et la seule question qu'ils avaient, comment les zigotos, ils vont pas se bouffer le nez s'ils sont tous ensemble dans une période si longue? C'est là où ça résonne avec ce qu'on se charge là d'épineux, d'obscurs, de maussade dans cette réclusion au bout d'1 an. Alors, est-ce que tu seras moins maussade parce que tu vas sur Mars et que tu dois attendre 500 jours, que tu vas t'occuper des petites manipulations? Et là, je viens de recevoir un livre de Leslie Carman, L'aplatissement de la Terre. Je ne l'ai pas encore lu, le livre de Leslie. C'est écrit en gros, Leslie Kaplan.
Comme ça, t'es informé. Et juste, j'ai lu la première phrase. Tout le monde s'en souvient. Ce matin-là, au réveil, la nouvelle tournait en boucle, virgule, quelqu'un était tombé en dehors de la terre. Après, elle continue, hein. Pas dans un trou, pas dans une crevasse, pas dans un abîme, non, en dehors, à l'extérieur, au-delà. C'était la preuve matérielle irréfutable de ce qu'on observait depuis un certain temps. La Terre n'était plus ronde, elle avait été aplatie, l'aplatissement était déjà bien avancé, on était obligé de se demander jusqu'où ça irait. Mais la première phrase, si vous prenez la phrase et pas le paragraphe, c'est « Tout le monde s'en souvient, 2 points. Ce matin-là au réveil, la nouvelle tournait en boucle, quelqu'un était tombé en dehors de la Terre, point. » Alors, évidemment, ce livre de Leslie, il insiste en page 4, elle l'a écrit là, dans l'année confinée, temps trouble, temps troublé, temps confiné. Donc, évidemment, je vais le lire sérieusement. La 3e partie s'appelle « Encore une fois le monde ». Bon, elle triche pas. Mais juste cette première phrase, vous pouvez recevoir un livre, il y a quand même bien 3 jours, et puis en 3 jours, tout ce que vous aurez lu, c'est la première phrase. La première phrase, c'est quelqu'un qui est tombé de la terre. Mais est-ce que c'est pas à tout un chacun de nous que ça arrive, cette affaire? Allez, suivante la chronique.